Bonjour à toutes et bonjour à tous tout d'abord. J'arrive vraiment pile juste après la pause déjeuner avec des chiffres, donc je sais que je perds déjà la moitié de la salle. En plus, ils ne sont pas bons, donc je perds encore une partie de la salle. Mais bon, cela dit, on va les relier à des politiques. Et puis surtout, quand les chiffres et les politiques ne marchent pas, ça veut dire qu'il faut être d'autant plus éveillé. Donc j'espère garder votre attention de cette manière-là. Alors, la représentation des femmes dans le cinéma progresse quand même sur une longue période de manière réelle. Le truc, c'est que c'est quand même très lentement et que certaines années, eh bien, on recule. C'est le cas pour 2024. Donc, autant vous le dire tout de suite, les amis, on n'est pas dans une bonne année. On le savait déjà au niveau national. Le CNC nous l'avait déjà annoncé la semaine dernière. C'est également le cas au niveau européen. On a en plus un autre élément qui s'ajoute, c'est quand même celui de ce backlash généralisé et qui, en fait, nous amène encore plus à être éveillés sur ces questions et à se dire que précisément parce qu'on va avoir des sujets qui se tendent, peut-être que c'est bien. Là. Si en plus on me met la ventilation avec mes chiffres et après le déjeuner, ça va être parfait. Alors, oui, non, on va faire avec. Alors... Donc, pour vous parler du Lab, donc pour ceux qui ne connaissent pas, celles et ceux qui ne connaissent pas, le Lab, c'est un think tank qui existe depuis 2017, où en gros, on a 3 types d'activités. La première chose, c'est qu'on organise des ateliers en intelligence collective où on essaie de faire émerger des idées d'action. On en fait pas mal avec le collectif 50-50. L'année dernière, justement, on en a fait un sur le sujet de la lutte contre le backlash. Cette année, en février, on en fera un sur le sujet de comment associer les hommes à nos combats. Est-ce que vous m'entendez ou en fait juste c'est plus possible avec la... Ça va ? Ok. J'arrête d'hurler donc. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on essaie de mettre en avant des rôles modèles au féminin. Donc là, c'est plutôt au travers de masterclass et aussi de podcasts. Je vous invite à les écouter parce qu'il y a des femmes de cinéma de toute la chaîne du cinéma qui témoignent et qui sont toutes assez incroyables. Et puis, c'est bien. Et dernière chose, donc on fait cette étude au niveau européen chaque année avec l'idée de rappeler, année et encore, les mesures qui sont prises et les chiffres qui vont avec. Alors, on peut changer le slide, voilà. Alors, la première question à se poser, c'est toujours la même, en fait. Mais pourquoi donc les femmes continuent d'être sous-représentées et discriminées au sein de l'industrie cinématographique ? Toujours, en fait, les 2 grands freins qui sont les stéréotypes de genre, qui influencent la confiance accordée aux femmes, et l'existence de mécanismes d'exclusion structurelle, comme les réseaux masculins de cooptation, le sous-financement, les violences sexistes et sexuelles, etc. J'y reviendrai, et vous connaissez malheureusement toutes et tous cela déjà. Pour avancer, donc, il y a 2 fronts auxquels nous devons nous attaquer, en plus de cette ventilation. Donc, le premier, c'est déconstruire les imaginaires et les stéréotypes. Et le deuxième, c'est changer les règles du jeu avec des impulsions structurelles fortes. Donc l'idée, c'est vraiment que notre étude documente ces politiques, alimente un réseau européen et rappelle que derrière les chiffres, en fait, c'est toujours la même chose. Ce sont des histoires et des talents qui disparaissent et c'est précisément pour ça qu'on se bat. Donc sur la méthodologie maintenant et les objectifs, donc c'est une étude qui est avant tout qualitative. On s'adresse à 36 pays européens dans le sens géographique. C'est une étude qui a aussi une dimension institutionnelle dans le sens où on est soutenu par le CNC, le ministère de la Culture, Eurimage, et on travaille en collaboration avec l'EFAD, qui est en fait l'organisation professionnelle au niveau européen qui fédère les instituts du cinéma. Et puis, en fait, on est en partenariat direct avec l'OEA, l'Observatoire européen de l'audiovisuel, qui fournit les statistiques auxquelles nous, en fait, on s'adosse. Et on est toujours dans cette idée de dire, en fait, les chiffres éclairent les mesures et les mesures doivent faire bouger les chiffres. Enfin, ça, c'est quand même dans le meilleur des mondes. Donc nos objectifs, c'est faire un état des lieux annuel, recenser les bonnes pratiques exportables et donner des bonnes idées aux différents pays. Et puis surtout, c'est quand même d'être dans de l'influence, interroger chaque année les instituts, c'est les pousser à agir, se comparer, progresser. Et je sais que c'est quand même assez lourd pour les instituts qui nous répondent année après année. Donc je les en remercie parce que c'est un vrai travail qu'on leur demande de faire. Un des atouts de cette étude,
C'est aussi que, encore une fois, ça génère un réseau européen qui, en fait, se réunit chaque année. Donc, il y a une grande conférence européenne qui a lieu demain en ligne. Je vous invite à la suivre aussi parce que c'est toujours intéressant. Bon, là, je vais vous donner un peu une vision globale, mais d'avoir des Européens qui eux-mêmes parlent de ce qu'ils font dans leur pays, c'est toujours quelque chose de très intéressant. Alors, je vais rappeler maintenant rapidement des données sur lesquelles je suis déjà venue parler les autres années, mais en fait, c'est des données qui sont sur des tendances qui vont changer sur des périodes longues. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain de passer d'1 sur 2 à 1 sur 3. Donc, en gros, toujours la même chose, c'est-à-dire que dans les écoles de cinéma, en moyenne européenne, on a 1 personne sur 2 qui est une femme. Au moment du premier court-métrage, on est à 1 sur 3. Au moment du premier, deuxième long, on passe à 1 sur 4. Et à partir du troisième long et plus, on passe à 1 sur 6. Le collectif 50-50 a d'ailleurs sorti récemment une étude, la parité derrière la caméra. Donc c'était sur la période 2015-2024 et qui corroborait complètement ces chiffres avec l'idée de dire premier, deuxième film, on était autour d'1 tiers, et ensuite, troisième et quatrième, on passait à 1/5. Donc, autrement dit, plus la carrière avance, plus les femmes disparaissent du cadre. Et donc, c'est évidemment pas par manque de talent, mais c'est par excès de discrimination. On passe ensuite aux chiffres de l'OEA. Donc là, on voit que la part de films de réalisatrices sur la période 2020-2024 est de 25%. On était à 21% sur la période 2015-2019. Donc c'est une progression qui est quand même réelle, mais qui reste extrêmement lente. On est passé de 19,2% en 2015 à 24,6% en 2024. Et c'est loin d'être linéaire, avec certaines années qui sont, où on mesure des reculs. Donc c'était le cas en 2018, 2022 et à nouveau cette année en 2024. Oui, voilà, c'est ça. Le collectif dans votre étude, c'est ce que vous révélez aussi en disant que finalement, cette année, au niveau national, ça faisait depuis 5 ans qu'on n'était pas à ce niveau aussi bas. Donc à ce rythme, au niveau européen encore une fois, et avec des calculs dont je vais vous passer d'avoir le détail, on a quand même calculé que la parité, c'est pour 2066. Donc préparez vos arrière-petits-enfants, ça arrive. Cette moyenne européenne de 25% de films de réalisatrices, elle donne en plus sérieusement, en tout cas elle commence sérieusement à nous donner l'impression que c'est même plus un plafond de verre, mais que c'est vraiment un plafond en béton armé. Donc c'est ça qui nous inquiète parce qu'on voit que voilà, non seulement ça ne bouge pas, mais ça plafonne. On passe ensuite à la part des films de réalisatrices dans une sélection de pays. Alors, on a le premier pays en termes de pourcentage, c'est l'Autriche. Alors là, c'est pas forcément, là, c'est surtout représentatif en fait du nombre de films produits par chaque. Enfin, on a sélectionné le pays. Donc, Autriche 36%, la France à 27%. Donc, on est légèrement au-dessus de la moyenne européenne qui est à 25%. L'Espagne est à 24%, l'Italie à 18%. Et on parle de l'Italie non pas parce que c'est le pire des pays, mais parce que c'est quand même un très très gros producteur. Donc, parce que c'est quand même plus de 1000 films par an. Donc, c'est un chiffre qui est quand même encore très bas. Et sans surprise, encore une fois, année après année, les pays qui ont les meilleurs chiffres sont ceux qui ont les politiques les plus ambitieuses et qui ont mis en place des mesures depuis le plus longtemps. Mais même eux, en fait, parce que quand on regarde l'Autriche, 36%, on se dit « Ah, c'est super, ils sont forts les Autrichiens ». Mais c'est 36%, quoi. Donc bon, on n'y est pas. On continue sur les slides, où là, on continue aussi à voir qu'on a plus de documentaires, plus de réalisatrices dans le documentaire que dans la fiction et l'animation. L'animation monte, donc ça c'est quand même vraiment plutôt une bonne nouvelle, même si en fait dans l'animation il y a très peu de films qui sont produits chaque année, donc à la fois c'est une bonne nouvelle, mais ça ne veut pas dire que parce que cette année on est au niveau de la fiction que c'est un chiffre qui va rester à cet endroit-là. Bon, enfin, réjouissons-nous quand même. Donc plus en tout cas de femmes réalisatrices dans le documentaire que dans l'animation et la fiction. Pourquoi ? Parce que évidemment l'argent, en France ça a été très bien mesuré avec cet écart de 39% quand même de budget pour les films réalisés par des femmes. Et moins de moyens, moins de budget, c'est évidemment moins de possibilités, c'est des films qui sont différents et c'est des carrières qui sont elles également différentes.
On passe maintenant vraiment aux faits saillants sur le côté plus politique publique. Donc il y a plusieurs tendances qui s'inscrivent dans la continuité de celle de 2024. Je vais ici vous en donner les grandes lignes. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon là vraiment je perds absolument tout le monde. Et puis surtout vous avez tous les détails dans l'étude qui est en ligne avec une version synthétique où vous retrouverez tout le détail pays par pays. Mais en gros les grosses tendances, la première c'est que la diversité prend le relais de la parité. Aujourd'hui on a 20 pays, donc sur les 36 qui ont répondu, qui sont maintenant, qui déclarent en fait avoir des politiques qui sont intersectionnelles, avec l'idée qu'on ne peut pas revendiquer un cinéma universel si on ne filme qu'un visage. Il y a un focus peut-être sur la Norvège, où toute personne qui demande un soutien au Norwegian Film Institute a l'obligation de remplir un rapport d'auto-évaluation sur la diversité. Et l'objectif, c'est vraiment de faire réfléchir les candidats à leur propre rapport à l'inclusion et à la mixité de leur projet. Bon, après, est-ce que c'est une bonne nouvelle intersectionnelle ou est-ce que c'est juste une manière de noyer le poisson de la parité ? C'est un peu la question qu'on se pose à certains moments. La deuxième grande tendance, donc, c'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, donc, qui est centrale. On parle d'une évolution qui a quand même été assez rapide, puisque en 2020, on avait 5 pays qui avaient des politiques publiques sur ce sujet. Aujourd'hui, on est à plus de 25 instituts qui s'emparent du sujet, parce que oui, évidemment, le sujet de la parité, il est lié à la lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel. Un plateau égalitaire, c'est la première condition d'un plateau sûr, et un plateau sûr, c'est la première condition d'un plateau égalitaire. Alors, coup de chapeau quand même à la France, qui avec l'Espagne reste les pays les plus proactifs en la matière. On est content évidemment de ça, on ne peut que s'en réjouir, avec toujours ce petit côté qui est un peu pénible pour les gens qui sont du côté des pouvoirs publics à dire mais ce n'est jamais assez, ce n'est jamais assez, et c'est un peu vrai en même temps. Est-ce qu'on est allé assez loin et est-ce que en fait ça a suffi en tout cas pour changer de paradigme? Rien n'est moins sûr, et en même temps peut-être que ça montre aussi que finalement les pouvoirs publics ils ont leur part, et puis il y a une part qui ne relève pas uniquement d'eux. L'autre tendance qui revient depuis quelques années, c'est l'accompagnement de la parentalité. En 2020, on avait 2 pays qui s'impliquaient sur ce sujet. En 2025, on est à 7. C'est un levier qui est essentiel parce que les études le montrent, évidemment. L'arrivée d'un enfant impacte différemment les carrières des femmes de celles des hommes. Donc, accompagner en fait l'arrivée d'un enfant, c'est une manière d'accompagner les carrières des femmes. Là encore, c'est bien, mais enfin, on se dit quand même en 2025, on en est encore là. On a après l'autre tendance qui est celle des incitations financières, avec les bonus, les quotas, les appels à projets pour femmes, parce qu'évidemment, quand on change le financement, on change les films. Plusieurs instituts ont fait le choix de développer des incitations financières et autres bonus qu'on commence à bien connaître, avec un bonus en France élaboré donc, par le CNC en collaboration avec le collectif qui avait fait un boulot assez dingue à l'époque, et qui va être transformé bientôt, et ça a été annoncé en malus, donc ce sera un autre sujet dont on reparlera évidemment. Et à retenir aussi que le seul pays donc sur 36 qui ait pris des quotas qui soient vraiment des quotas fermes, c'est l'Espagne. Et donc d'autres pays ont préféré la création de quotas modérés ou hybrides, mais en vrai le seul qui le fait vraiment c'est l'Espagne, et ça commence à se ressentir. Alors ils partaient tellement loin qu'ils ont aujourd'hui des chiffres qui ne sont pas flamboyants non plus, puisqu'ils sont à 24%, mais en tout cas ce qu'on sait c'est que c'est quand même la mesure qui engage le plus directement. Après, j'ai juste envie de vous dire un mot sur le Gender Pay Gap. Donc ça, c'est aussi un chantier énorme. Ça fait un moment qu'on en parle. La transposition de la directive européenne, c'est pour l'année prochaine. Donc pour rappel, les entreprises de l'Union européenne qui comptent plus de 100 travailleurs et travailleuses devront partager des informations concernant les salaires et prendre des mesures en cas d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes quand ils sont supérieurs à 5%. Donc, de notre côté, c'est la deuxième année qu'on interroge les instituts. 9 pays récoltent déjà des données sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les différents métiers. Et 15 pays récoltent des données relatives aux écarts de budget entre les films de réalisatrices et ceux de réalisateurs. Donc ça, c'est quand même à suivre parce qu'on sait, quand ça a été appliqué dans d'autres secteurs, que c'était une mesure qui était très puissante. Après, on passe à 2
tendance qui semble émerger. En fait, ce qui est un peu fou, c'est qu'on se dit, mais ça n'a pas l'air nouveau, mais quand même, en fait, si, ça émerge quand même. C'est la notion de gouvernance paritaire comme préalable logique à plus de parité, parce que c'est bien connu, si la salle où se prennent les décisions est déséquilibrée, eh bien, les décisions le seront aussi. En 2025, on comptabilise toutefois encore seulement 9 pays ayant mis en place des gouvernances paritaires obligatoires, donc c'est quand même pas si énorme que ça. Cette obligation de parité au sein de certains instituts concerne plus particulièrement la composition des commissions d'attribution de subventions, les postes de direction ou encore les jurys des festivals. Mais 9 sur 36, encore une fois. Donc c'est vrai que c'est quand même une source de questionnement pour nous. Après, il y a aussi dans les autres nouvelles tendances la création d'indicateurs de suivi. Donc l'idée, c'est vraiment on structure, on évalue, on ajuste. Donc c'est vrai qu'après, ça fait quand même, nous, l'année prochaine, ce sera les 10 ans de l'étude du lab. Les Citoma me disaient qu'au niveau français, ça fait depuis 2015 en fait, qu'on a des chiffres. Donc en fait, on vient de loin. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on ne savait pas de quoi on parlait. Mais en tout cas, au bout de 10 ans, alors tous les pays n'ont pas commencé dès 2015. Au niveau européen, ça a été aussi un peu plus tard. Mais en tout cas, on va pouvoir commencer à se dire comment ça évolue et qu'est-ce qui marche. C'est toujours pareil, en mettant en parallèle les mesures, les chiffres, et en ayant en tête que sans chiffres et sans avoir la connaissance du fait qu'on a un problème, il n'y a pas de mesures qui sont prises. Et sans mesures qui sont prises, les chiffres, finalement, tendanciellement, ils ne bougent pas, ou ils bougent très peu. Donc on va suivre ça, évidemment. Puis après, il y a les signaux faibles ou émergents à suivre dans les prochaines années. Alors, c'est un peu, j'ai envie de dire que c'est un peu des gadgets, mais quand même, c'est des gadgets que je trouve intéressants à relever. Bon, il y a l'IA, tout d'abord, l'intelligence artificielle au service de la parité. Donc, il y a un premier institut qui se démarque avec l'intégration d'outils numériques pour la récolte de données et l'objectivation des inégalités. C'est le Danemark qui a développé un outil basé sur l'IA et qui mesure justement les représentations. Bon, je sais qu'en France, il y a plusieurs sociétés qui planchent également sur le sujet en développant leurs propres outils internes. La deuxième signal faible, c'est la formation pour lutter contre les biais cognitifs, qui semble également un nouveau levier de changement. On constate ça dans 3 pays. La création, donc, c'est des formations internes sur les biais cognitifs à destination des employés des instituts et des membres, dans certains instituts, des membres des commissions d'attribution des aides. Donc, c'est notamment le cas des Pays-Bas qui financent les formations sur les préjugés inconscients et sur la notion de savoir situé. Et puis la dernière tendance vraiment qui semble émerger, c'est le fait de relier finalement la parité à la RSE. C'est vraiment l'idée de rendre le secteur plus inclusif et conscient de son impact sociétal et environnemental. Bon, en France, on a la création de la prime RSE+, qui a été mise en place également par le CNC, avec une aide d'un montant de 28 000 €. Et parmi les différents critères pour bénéficier de cette prime, les productions doivent notamment veiller à l'inclusion, la parité et la qualité de vie au travail. Bon, voilà, c'est pour vous dire que c'est un peu des mesures qui ont frisé notre curiosité. On sait bien que ce n'est pas ça qui va renverser la table de la parité, mais bon, c'est toujours intéressant. Le plus d'outils, le mieux, comme on dit. Donc, pour conclure, on a des chiffres qui sont en berne. On a des politiques multiples, créatives, franchement au long cours, on a l'impression d'avoir de plus en plus de bonne volonté et de désir de faire bouger les choses de la part des pouvoirs publics. Mais même dans les pays où culturellement la parité est la plus installée, finalement, on ne passe pas la barre de la proportion de femmes cinéastes au-delà de 35%. C'est 35%, quoi. Et maintenant, on se rajoute, c'est vrai, un contexte international qui est incertain, un backlash qu'on voit se répandre très tranquillement un peu partout, et quand même cette petite musique aussi, qui est de dire qu'à un moment où tous les sujets se tendent, où on est en train d'aborder vraiment le sujet de la lutte contre l'obscurantisme de manière générale, comment on fait pour maintenir nos sujets vraiment comme prioritaires dans l'agenda politique? Grande question. Donc, vous l'aurez compris, le tableau de la parité en Europe dans notre secteur, en tout cas celui du cinéma, n'est pas réjouissant. Le combat qu'on mène ensemble pour plus de parité, il est long, il est frustrant, mais finalement, j'ai l'impression qu'il est plus que jamais nécessaire dans ces circonstances. Encore une fois, et ça a été rappelé ce matin par Amandine Gay, c'est une question
de statistiques, mais c'est aussi une question de créativité avant tout et de démocratie culturelle. Car tant que les femmes sont sous-représentées, l'Europe se privera d'un imaginaire tout entier. Voilà, l'an prochain, on aura 10 ans, enfin l'étude aura 10 ans, donc plus jamais le temps de l'action, solidaire, déterminée, faisant feu de tout bois, de l'ensemble des mesures dont on sait qu'elles ne produisent des effets que si elles sont menées en parallèle et de manière concomitante les unes des autres. Merci beaucoup au collectif d'organiser cette rencontre si importante. Merci de donner au Lab cette tribune annuelle, elle compte. Merci à Elena Laquatra qui a rédigé l'étude et qui pense à nous depuis les arcs. Et puis merci à vous toutes et tous pour votre attention. Merci beaucoup.